Ma famille a volé mon expertise et m'a exclu de mon propre vignoble. Alors j'ai révélé leur plus grand secret. Je m'appelle Sophie Dufresne. J'ai 38 ans et je suis œnologue à Bordeaux. Pour beaucoup de gens, mon métier semble glamour. Déguster des vins toute la journée, voyager dans des vignobles prestigieux, être respecté dans le monde entier pour mon palais exceptionnel. Mais derrière cette façade brillante se cache une vérité que ma famille a tenté de dissimuler pendant des années. Une vérité qui a failli me détruire. Je suis né au domaine familial des Dufresne, un vignoble qui s'étend sur 48 hectares dans la région de Saint-Émilion. Nos vignes produisent l'un des grands crus les plus prisés de Bordeaux depuis 5 générations. Notre château du XVIIIe siècle accueille chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier pour goûter notre vin exceptionnel. Mais peu savent que derrière cette réussite se cache un mensonge. Un mensonge que j'ai entretenu par loyauté pendant plus de 10 ans. Tout a commencé quand j'avais 22 ans. Fraîchement diplômée de l'Institut d'œnologie de Bordeaux, j'avais refusé des offres de grands domaines pour revenir travailler au vignoble familial. Mon père, Philippe Dufresne, avait accueilli mon retour avec un mélange de fierté et d'indifférence. Ma mère, Hélène, m'avait simplement dit que je ferais mieux de me marier rapidement pour assurer la continuité du nom. Mon frère cadet, Alexandre, terminait alors ses études de commerce à Paris. Il n'avait jamais montré le moindre intérêt pour la viticulture, préférant les soirées parisiennes au lever matinal dans les vignes. J'ai commencé comme simple assistante à la production. Malgré mon diplôme et mes connaissances, mes parents insistaient pour que je fasse mes preuves. Je travaillais 16 heures par jour. Je me levais avant l'aube pour superviser les vendanges. J'étudiais les rapports météorologiques pour optimiser les périodes de récolte. Je passais des heures dans le laboratoire à analyser les échantillons. Je ne comptais plus les nuits passées à surveiller la fermentation. Ma passion et mon dévouement étaient totaux. Un soir d'octobre, alors que tout le monde était parti, j'ai trouvé par hasard un dossier dans le bureau de mon père. Un dossier marqué confidentiel. En l'ouvrant, j'ai découvert des documents financiers qui m'ont glacé le sang. Notre domaine était au bord de la faillite. Des dettes accumulées pendant des années, des prêts non remboursés, des impôts impayés, plus de 3 millions d'euros de passifs. Je me souviens encore de la sensation physique. Mes mains tremblaient. Ma gorge s'est serrée. J'avais l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Le lendemain, j'ai confronté mon père. Son visage s'est décomposé quand je lui ai montré les documents. Il m'a expliqué que depuis la crise financière de 2008, le domaine perdait de l'argent, que pour maintenir notre réputation, il avait contracté des prêts, beaucoup de prêts, que notre image de marque était tout ce qui nous restait, que si la vérité éclatait, 5 générations de travail seraient réduites à néant. Je lui ai proposé mon aide. J'étais jeune, idéaliste et profondément attaché à notre héritage familial. Je venais de recevoir un petit héritage de ma grand-mère maternelle, 150 000 euros. Ce n'était pas suffisant pour combler le gouffre financier, mais cela permettrait de gagner du temps. Mon père a accepté ma proposition avec une facilité qui aurait dû m'alerter. Dans les années qui ont suivi, j'ai gravi les échelons au sein du domaine. Pas grâce au népotisme, mais malgré lui. J'ai développé de nouvelles techniques de vinification qui ont amélioré considérablement la qualité de notre production. J'ai créé un second vin qui a rapidement trouvé son marché. J'ai établi des partenariats avec des distributeurs internationaux. Chaque centime de bénéfice était réinvesti pour rembourser discrètement nos dettes. Pendant ce temps, Alexandre avait terminé ses études et était revenu au domaine. Non pas par passion, mais par facilité. Mon père lui avait offert un poste de directeur commercial, un titre pompeux pour quelqu'un qui passait plus de temps sur les terrains de golf qu'au bureau. Pourtant, c'était toujours son visage qui apparaissait dans les magazines spécialisés. C'était lui qui était invité aux émissions télévisées, lui qui représentait le domaine lors des salons internationaux. Ma mère me disait que c'était normal, qu'Alexandre était plus charismatique,
plus photogénique, plus conforme à l'image que les gens se faisaient d'un viticulteur de Bordeaux. Je serais la technique, il serait l'image. Je serais l'ombre, il serait la lumière. J'ai accepté cet arrangement tacite pendant des années. J'ai continué à travailler sans relâche pour sauver notre domaine. En 2020, j'ai finalement été nommé maître de chai. Cette promotion n'était pas un cadeau. J'avais étudié pendant des années auprès de notre ancien maître de chai, Bernard. J'avais passé des certifications supplémentaires. J'avais publié des articles dans des revues scientifiques. J'avais gagné des concours d'œnologie. J'avais prouvé ma valeur 100 fois. Avec cette nouvelle position venait une responsabilité cruciale. J'étais désormais la seule personne habilitée à certifier nos vins avant leur commercialisation. Chaque bouteille qui quittait notre domaine portait ma signature invisible. Cette certification était essentielle dans notre industrie. Sans elle, nos vins ne pouvaient pas être vendus légalement. Entre 2015 et 2023, j'ai investi plus de 400 000 € de mon propre argent dans le domaine. Des économies personnelles, des prêts contractés en mon nom, des placements liquidés prématurément, tout cela dans le plus grand secret. Seul mon père était au courant. Ma mère et Alexandre vivaient dans l'ignorance confortable de notre situation réelle. Grâce à ces sacrifices et à mon travail acharné, notre situation financière s'est améliorée progressivement. Nos vins ont gagné en qualité et en reconnaissance. Les prix de vente ont augmenté. Les dettes ont commencé à diminuer. J'entrevoyais enfin la lumière au bout du tunnel. Le changement décisif est survenu en mars dernier. Le guide Michelin avait décidé de créer une nouvelle section dédiée au vin. Jean-Pierre Leblanc, leur critique le plus respecté, devait visiter notre domaine pour une dégustation privée. Cette visite pourrait changer notre destin. Une mention favorable dans ce guide prestigieux augmenterait considérablement nos ventes. C'était l'opportunité que j'attendais depuis des années. J'ai préparé cette dégustation pendant des semaines. J'ai sélectionné nos meilleures cuvées. J'ai étudié les préférences connues de M. Leblanc. J'ai préparé des fiches détaillées sur chaque millésime. J'ai même fait nettoyer et repeindre notre salle de dégustation. Tout devait être parfait. 3 jours avant la visite, mon père m'a convoqué dans son bureau. Ma mère et Alexandre étaient là présents. L'atmosphère était étrange, tendue. Mon père a pris la parole après un long silence. Il m'a annoncé que ce serait Alexandre qui présenterait nos vins à M. Leblanc, que son charisme naturel et son aisance sociale seraient plus adaptés pour cette occasion, que je pourrais assister à la dégustation, mais en retrait, pour fournir des détails techniques si nécessaire. Je suis restée interdite. Alexandre ne connaissait même pas la différence entre un bouchon liégeux et un bouchon technologique. Il ne savait pas expliquer notre processus de vinification. Il ne pouvait pas distinguer nos différents terroirs. Il était incapable de répondre aux questions techniques que poserait certainement M. Leblanc. J'ai protesté. J'ai argumenté. J'ai rappelé mes qualifications, mon expertise, ma position officielle. Ma mère m'a interrompu avec un soupir agacé. Elle a dit que je manquais de présence, que mon apparence était trop austère, que mon langage était trop technique, que je ferais fuir M. Leblanc avec mes explications scientifiques ennuyeuses. Alexandre souriait en coin, ce sourire suffisant que je connaissais depuis notre enfance, celui qui disait « Tu es plus intelligente, mais je suis le favori ». Il a ajouté que ce n'était pas personnel, que c'était juste du marketing, que je devrais comprendre cela. Après tout, j'étais la scientifique de la famille, la pragmatique, la rationnelle. Mon père a conclu la discussion en disant que la décision était prise, qu'il n'y avait pas lieu de débattre davantage, que je devais accepter mon rôle et soutenir mon frère, pour le bien du domaine, pour l'héritage familial, pour notre nom. Je suis sortie de cette réunion dans un état second. Une colère froide m'envahissait. Une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une colère qui me donnait une clarté mentale étrange.
Pendant des années, j'avais accepté de rester dans l'ombre. J'avais financé le domaine de ma poche. J'avais travaillé sans relâche. Et voilà comment on me remerciait, en me mettant de côté pour la visite la plus importante de notre histoire récente. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai réfléchi à ma situation, à mes options, à ce que je voulais vraiment, à ce que je méritais. Au matin, j'avais pris ma décision. Une décision qui allait changer le cours de notre histoire familiale. Le jour suivant, j'ai agi comme si j'acceptais la situation. J'ai préparé les vins pour la dégustation. J'ai rédigé des notes pour Alexandre. J'ai même répété avec lui les réponses aux questions probables. Mon frère était confiant, arrogant même. Il pensait que charmer un critique était comme séduire une femme dans un bar. Une question de sourire et de compliments bien placés. Mais en parallèle, j'ai discrètement mis en place mon plan. En tant que maître de chai, j'avais la responsabilité de certifier toutes nos expéditions. Sans ma signature, aucune bouteille ne pouvait quitter légalement notre domaine. Ce pouvoir, que ma famille avait négligé de considérer, allait devenir mon levier. J'ai contacté nos principaux clients et distributeurs. Je leur ai expliqué qu'un problème technique nécessitait de retarder temporairement nos livraisons. Une question de contrôle qualité. Une précaution nécessaire. Ils ont tous accepté sans poser de questions. Ma réputation d'intransigeance sur la qualité me précédait. Le jour de la visite de M. Leblanc, tout semblait parfait en surface. Notre château brillait sous le soleil printanier. Les vignes commençaient à verdir. La salle de dégustation était impeccable. Les verres étincelaient. Les bouteilles étaient alignées avec précision. Alexandre portait un costume sur mesure et arborait son sourire de magazine. On m'avait assigné une place en retrait, dans un coin de la pièce. Presque invisible, mon père m'avait demandé de m'habiller sobrement, de ne parler que si on me posait directement une question, de soutenir mon frère en toutes circonstances. Monsieur Leblanc est arrivé à 14 heures précises. Un homme d'une 60aine d'années, élégant, sans ostentation. Le regard vif et intelligent. Il a salué mon père chaleureusement. Il a échangé des politesses avec ma mère. Il a serré la main d'Alexandre avec un sourire professionnel. Puis, il s'est tourné vers moi. Son regard s'est illuminé. Mademoiselle Dufresne, la fameuse Sophie Dufresne, je suis ravie de vous rencontrer enfin. J'ai lu tous vos articles dans la revue des œnologues. Votre étude sur l'impact des changements climatiques sur les tanins du merlot était fascinante, vraiment révolutionnaire. Un silence gêné a envahi la pièce. Alexandre a lancé un regard paniqué à mon père. Ma mère s'est raclé la gorge. Monsieur Leblanc a continué, imperturbable. Je suis particulièrement intéressé par votre approche de la vinification à froid. Pourriez-vous m'en dire plus pendant la dégustation? Mon père est intervenu rapidement. Il a expliqué que c'était Alexandre qui dirigerait la dégustation, que j'étais là uniquement pour apporter un soutien technique si nécessaire. Monsieur Leblanc a froncé les sourcils, visiblement surpris. Je vois, c'est inhabituel. J'étais venu spécifiquement pour échanger avec Sophie. Sa réputation dans le milieu est exceptionnelle, mais je m'adapterai. La dégustation a commencé dans une atmosphère tendue. Alexandre présentait les vins avec son charme habituel. Il utilisait les termes qu'il avait mémorisés sans réellement les comprendre. Il souriait, il plaisantait. Il racontait des anecdotes préparées. Mais dès que M. Leblanc posait une question technique, il se tournait vers moi avec un sourire crispé. « Pourriez-vous expliquer à M. Leblanc notre processus de vendange parcellaire, Sophie? Pourriez-vous détailler notre politique d'élevage en fût, Sophie? Pourriez-vous préciser les caractéristiques de notre terroir argilo-calcaire, Sophie? » À chaque question, je répondais avec précision et passion. Malgré la situation, je ne pouvais pas m'empêcher d'être enthousiaste lorsque je parlais de notre vin, de notre terroir, de notre savoir-faire. Monsieur Leblanc m'écoutait attentivement. Il prenait des notes. Il posait des questions pertinentes. Il ignorait de plus en plus Alexandre. Après avoir goûté notre grand vin, Monsieur Leblanc a posé une question qui a changé le cours de la journée.
Cette cuvée est remarquable, une structure tannique parfaitement équilibrée, une acidité précise, des arômes complexes et élégants. Qui est responsable de cette vinification? Alexandre a souri largement. Il a commencé à parler de son implication personnelle, de sa vision, de son approche intuitive. Monsieur Leblanc l'a interrompu poliment mais fermement. Pardonnez-moi, mais je pose cette question à Madame la maître de chai. Sophie, pourriez-vous m'expliquer votre approche pour ce millésime particulier? Le visage de mon frère s'est décomposé. Mon père a pâli visiblement. Ma mère a serré les lèvres jusqu'à ce qu'elles ne forment plus qu'une ligne mince. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à expliquer en détail mon travail sur ce millésime. Les défis posés par les conditions météorologiques, les décisions techniques prises pendant la fermentation, les choix d'assemblage, les périodes d'élevage. Monsieur Leblanc m'écoutait avec une attention totale. Quand j'ai terminé, il a hoché la tête avec satisfaction. C'est exactement ce que je pensais. Votre travail est extraordinaire, Sophie. Vous êtes sans doute l'une des meilleures œnologues de votre génération. La dégustation s'est poursuivie. Alexandre tentait de reprendre le contrôle, mais c'était peine perdue. Monsieur Leblanc s'adressait presque exclusivement à moi. Il ignorait poliment les tentatives de mon frère de s'attribuer le mérite de mon travail. À la fin de la séance, Monsieur Leblanc m'a demandé de lui faire visiter les chais, seul à seul. Mon père a tenté de s'interposer, mais le critique a insisté. J'ai donc emmené Monsieur Leblanc dans notre chai de vinification, loin des oreilles indiscrètes de ma famille. Une fois seul, Monsieur Leblanc a changé de ton. Son visage s'est fait plus grave, plus direct. « Sophie, pardonnez ma franchise, mais je ne comprends pas ce qui se passe ici. Vous êtes manifestement la personne qui fait la qualité de ces vins. Votre expertise est évidente, votre passion est palpable. Pourtant, votre famille semble vouloir vous reléguer au second plan. Pourquoi acceptez-vous cela? » Sa question directe m'a prise au dépourvu. Pendant un instant, j'ai envisagé de minimiser la situation, de rester loyal envers ma famille malgré tout. Mais quelque chose s'est brisé en moi. La combinaison de l'humiliation récente et des années de frustration accumulées. La vérité a jailli comme le vin d'un fût percé. Je lui ai tout raconté. Les difficultés financières du domaine. Comment j'avais investi mon propre argent pour le sauver. Comment j'avais travaillé sans relâche pour améliorer nos vins. Comment, malgré tout cela, ma famille continuait de me traiter comme une simple employée technique. Comment on valorisait l'image de mon frère au détriment de mon expertise. Monsieur Leblanc m'a écouté sans m'interrompre. Son visage exprimait un mélange de surprise et d'indignation. Quand j'ai terminé mon récit, il est resté silencieux un long moment. « Ce que vous me décrivez est inacceptable, Sophie. Votre talent mérite d'être reconnu. Votre contribution devrait être célébrée, pas dissimulée. Saviez-vous que plusieurs domaines prestigieux recherchent actuellement un maître de chai de votre calibre? Des domaines où votre nom serait mis en avant, où votre expertise serait valorisée à sa juste mesure. » J'ai secoué la tête. Je lui ai expliqué que malgré tout, ce domaine était aussi le mien, que je ne pouvais pas l'abandonner après y avoir tant investi. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement, que ces vignes faisaient partie de moi autant que je faisais partie d'elles. Monsieur Leblanc a hoché la tête, compréhensif. Je respecte votre attachement, mais vous devez comprendre que votre situation actuelle n'est pas tenable, ni pour vous, ni pour la qualité future des vins. Si vous permettez que l'on vous traite ainsi, cela continuera. Peut-être devriez-vous envisager une approche plus directe. Il a laissé sa phrase en suspens, me regardant avec intensité. J'ai compris qu'il me suggérait de prendre position, de revendiquer ma place, de faire valoir mes droits. Sa validation externe m'a donné un courage que je ne me connaissais pas. Nous sommes retournés vers le château en silence. Un silence chargé de détermination de ma part. À notre retour, ma famille attendait anxieusement. Monsieur Leblanc les a salués poliment mais brièvement.
Il m'a adressé un dernier regard encourageant avant de partir. Un regard qui disait « Faites ce qui est juste, pour vous, pour le vin ». Dès son départ, mon père m'a interrogé. Il voulait savoir ce que nous avions discuté, ce que M. Leblanc avait dit du domaine, si la mention dans le guide était assurée. J'ai répondu évasivement. J'ai dit que le critique avait semblé apprécier nos vins, que rien n'était garanti, que nous saurions bientôt. Alexandre se vantait déjà d'avoir charmé M. Leblanc. Il s'attribuait le mérite de la dégustation réussie. Il planifiait déjà comment exploiter commercialement une éventuelle mention dans le guide Michelin. Ma mère acquiesçait à chacune de ses paroles, fière de son fils prodige. Je les ai laissés à leurs illusions. J'avais d'autres priorités. Dans les jours qui ont suivi, j'ai maintenu le blocage discret des livraisons. Aucune bouteille ne quittait le domaine. Nos clients commençaient à s'impatienter. Nos distributeurs demandaient des explications. Mon père s'inquiétait de plus en plus. Une semaine après la visite de M. Leblanc, une crise a éclaté. Notre plus important client américain menaçait d'annuler sa commande si les bouteilles n'étaient pas livrées immédiatement. Une commande qui représentait plus de 300 000 €. Mon père m'a convoqué dans son bureau, paniqué. « Que se passe-t-il avec les certifications, Sophie ? Sophie, pourquoi rien n'est expédié? Nous allons perdre nos clients. » J'ai pris une profonde inspiration. Le moment était venu. Rien ne sort parce que je n'ai pas certifié les expéditions. Et je ne les certifierai pas tant que nous n'aurons pas discuté sérieusement de ma position dans ce domaine. Mon père m'a regardé avec stupéfaction. Il ne s'attendait pas à cette résistance. Pas de ma part. Pas de sa fille docile et dévouée. Qu'est-ce que cela signifie? Tu fais du chantage maintenant. Ce n'est pas du chantage, papa. C'est une négociation. Après tout, n'est-ce pas ainsi que fonctionne le monde des affaires? Je veux une reconnaissance officielle de mon rôle. Je veux que mon nom apparaisse sur les étiquettes en tant que maître de chez. Je veux être présente lors des événements officiels. Je veux que ma contribution soit reconnue publiquement. Et je veux un pourcentage des parts du domaine correspondant à mon investissement financier. Mon père a pâli à cette dernière demande. Il a tenté de nier, de prétendre qu'il ne comprenait pas de quoi je parlais. J'ai sorti alors des copies de tous les transferts financiers que j'avais effectués au profit du domaine depuis des années. Des preuves irréfutables de ma contribution à la survie de l'entreprise familiale. Mon père a oscillé entre la colère et la supplication. Il a menacé de me licencier. Je lui ai rappelé que sans maître de chais certifié, le domaine ne pourrait pas vendre une seule bouteille légalement. Il a suggéré d'en engager un autre. Je lui ai rappelé que tout nouvel œnologue découvrirait rapidement les irrégularités financières que nous avions dissimulées pendant des années. Il a finalement tenté de faire appel à ma loyauté familiale. Je lui ai répondu que la loyauté devait fonctionner dans les deux sens. Après des heures de discussion houleuse, mon père a capitulé. Il a accepté mes conditions à contre-cœur. Il m'a demandé de certifier immédiatement les expéditions en attente. J'ai refusé. J'ai exigé un document écrit, un contrat formel, une reconnaissance légale de mes droits. Devant mon intransigeance, il a fini par céder. Le lendemain, toute la famille était réunie chez notre notaire. Ma mère était furieuse. Alexandre était livide. Mon père était résigné. Le notaire, Maître Lenoir, un vieil ami de la famille, semblait mal à l'aise. Il a présenté les documents que j'avais fait préparer par mon propre avocat, un contrat qui reconnaissait officiellement mon rôle de maître de chais, un accord qui stipulait que mon nom devait apparaître sur toutes les étiquettes, un transfert de 20% des parts du domaine en mon nom, correspondant approximativement à mon investissement financier. Ma mère a protesté violemment. Elle a accusé Maître Lenoir de complicité. Elle m'a accusé d'ingratitude. Elle a menacé de me déshériter. Le notaire, impassible, lui a rappelé que les documents étaient parfaitement légaux, que ma demande était justifiée par mes contributions financières documentées, que toute contestation judiciaire
ne ferait qu'exposer publiquement les difficultés financières que la famille avait tenté de cacher pendant des années. Alexandre était resté étrangement silencieux pendant toute la réunion. Son visage passait par toutes les nuances de la colère et de l'humiliation. Il évitait mon regard. Il fixait obstinément le contrat, comme s'il pouvait le faire disparaître par la seule force de sa volonté. Mon père a finalement signé les documents. Ma mère a suivi, les lèvres pincées de rage. Le notaire a validé l'ensemble et m'a remis ma copie avec un léger hochement de tête, un geste discret qui semblait dire « Il était temps ». Je suis retourné immédiatement au domaine. J'ai certifié toutes les expéditions en attente. J'ai contacté nos clients pour les informer que les livraisons reprendraient dès le lendemain. J'ai assuré la continuité de notre activité commerciale malgré le séisme familial. J'étais professionnel, comme toujours. Le soir même, alors, que je travaillais encore dans mon bureau, j'ai reçu un appel de M. Leblanc. Sa voix était enthousiaste. « Sophie, je tenais à vous informer en personne. Votre domaine sera mentionné dans notre guide. » Une mention très élogieuse. Mais plus important encore, vous serez personnellement cité comme l'âme de ce vin, comme la véritable artiste derrière cette réussite. J'espère que cela vous convient. J'ai senti une vague d'émotions me submerger, une reconnaissance publique de mon travail, par le guide le plus prestigieux, une validation externe que ma famille ne pourrait pas ignorer. Je vous remercie, Monsieur Leblanc. Cela me touche profondément. Et pour répondre à votre question implicite, sachez que ma situation au domaine vient de changer considérablement, dans le bon sens. Il a ri doucement, un rire complice. J'en suis ravi. Le monde du vin a besoin de talents comme le vôtre, de femmes fortes qui osent prendre leur place, qui ne se laissent pas effacer. Je suivrai votre parcours avec intérêt, Sophie Dufresne. Les semaines suivantes ont été difficiles sur le plan familial. Ma mère me traitait avec une froideur glaciale. Alexandre m'évitait complètement. Mon père oscillait entre la résignation et des tentatives maladroites de réconciliation. Les repas de famille étaient devenus des épreuves silencieuses, des moments de tension à peine contenus. Mais sur le plan professionnel, tout s'accélérait. La mention dans le guide Michelin avait créé un intérêt sans précédent pour notre domaine. Les demandes de visite avaient triplé, les commandes affluaient, les journalistes spécialisés demandaient des interviews. Et cette fois, c'était mon nom qu'il mentionnait, mon expertise qu'il voulait, mon histoire qu'il souhaitait raconter. J'ai engagé une assistante, Clara, une jeune œnologue prometteuse. Pour la première fois, j'avais le pouvoir de constituer ma propre équipe, de transmettre mon savoir, de préparer l'avenir du domaine selon ma vision. Petit à petit, la dynamique familiale a évolué. Mon père a commencé à me consulter régulièrement sur les décisions stratégiques. Alexandre, voyant mon succès, a cherché à se rapprocher professionnellement. Il a même commencé à s'intéresser réellement à la viticulture, à poser des questions pertinentes, à vouloir apprendre. Ma mère restait distante, mais son hostilité ouverte s'était transformée en une sorte de respect réticent. 6 mois après ce bouleversement, nous avons organisé une grande réception pour le lancement de notre nouvelle cuvée. Une cuvée qui portait mon nom sur l'étiquette. Sophie Dufresne, maître de chai. Des mots simples qui représentaient tant pour moi, tant d'années de travail, de sacrifices, de luttes silencieuses. La réception était magnifique. Notre château brillait de 1000 feux. Les invités étaient nombreux, critiques, distributeurs, journalistes, autres vignerons. Monsieur Leblanc était présent, bien sûr. Il m'a félicité chaleureusement. Il a goûté notre nouveau vin avec une appréciation évidente. Alexandre est venu me voir pendant la soirée. Il semblait différent, plus humble, plus authentique. Il m'a tendu un verre de notre vin. Je te dois des excuses, Sophie. J'ai été arrogant, injuste. J'ai profité de la situation sans comprendre réellement ton travail, sans apprécier ton talent. Je voudrais que nous puissions travailler ensemble désormais. Vraiment ensemble, toi avec ton expertise,
Moi, avec mes compétences commerciales, nous pourrions faire de grandes choses. J'ai regardé mon frère longuement. J'ai cherché des signes de manipulation, de fausseté. Je n'en ai pas trouvé. Juste une reconnaissance sincère, une main tendue. J'ai accepté son verre, son offre, sa réconciliation conditionnelle. Pas par faiblesse, mais par force. La force de quelqu'un qui a gagné sa bataille, qui n'a plus besoin de se battre. Aujourd'hui, 2 ans après ces événements, notre domaine prospère comme jamais. Nos vins sont parmi les plus recherchés de Bordeaux. Notre situation financière est solide, transparente. Notre équipe est passionnée et compétente. Mon nom est respecté dans l'industrie. Ma voix est écoutée. Ma relation avec ma famille s'est transformée. Nous ne sommes pas devenus une famille parfaite. Les blessures anciennes laissent des cicatrices, mais nous avons trouvé un nouvel équilibre, un respect mutuel, une reconnaissance des talents et des contributions de chacun. Je repense souvent à cette période difficile, à ces moments où j'ai dû choisir entre la loyauté familiale et le respect de moi-même, entre l'harmonie superficielle et la vérité douloureuse. Je ne regrette pas mon choix. Parfois, il faut ébranler les fondations pour construire quelque chose de plus solide, de plus authentique, de plus juste. Je me demande parfois si d'autres vivent des situations similaires, dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leur vie. Ces moments où l'on doit décider de rester invisible ou d'exiger sa place au soleil. Ces moments où l'on comprend que notre valeur ne sera reconnue que si nous la proclamons nous-mêmes. Ces moments où l'on choisit de se battre non pas contre sa famille, mais pour sa propre vérité. Avez-vous déjà dû vous battre pour être reconnu à votre juste valeur?